Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique Europe et Identité avec David Engels. Bonjour David Engels. Bonjour Lieselotte, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et meilleurs vœux pour cette année 2025 de la part de toute la rédaction et des auditeurs aussi, j'en suis sûre. Magnifique, également, tout à fait. On aura des grands changements dans l'air certainement l'année prochaine, cette année-ci. Changement probablement initié par Musk et je crois que c'est le sujet de votre chronique, donc vous avez la parole. Exactement. Oui, il y a déjà quelques années, j'avais réintroduit dans le discours public le terme de socialisme des milliardaires. Une notion jadis formulée en passant par Oswald Spengler, qui avait annoncé que les formes extrêmes et ultimes du socialisme, tout comme du libéralisme, allaient se rejoindre. Le socialisme, lui, développerait rapidement une petite caste politique qui dirigerait le pays de manière aussi autoritaire et exclusive que les anciennes aristocraties, en se référant à la dictature du prolétariat. Le libéralisme, parce que les hommes les plus riches obtiendraient un monopole de fait qui mettrait hors usage les règles classiques de la concurrence capitaliste. Dans les deux cas, le résultat serait donc identique dans les faits, même si pas dans la théorie idéologique. Une minuscule oligarchie dirigerait des masses de plus en plus appauvries et impuissantes et se servirait de tous les leviers politiques, médiatiques et économiques pour pérenniser ce statut. J'avais tenté d'appliquer ce schéma à notre réalité d'il y a quelques années, en mettant en avant que le paradoxe d'une minuscule caste d'oligarques et milliardaires se servant d'une rhétorique plutôt gauchiste que libérale pour appuyer son pouvoir n'était qu'apparent. Car une fois les règles de l'économie libérale mises entre parenthèses par l'établissement de monopoles dans des domaines de big data, big pharma, big money, big tech ou big business, évidemment par la création du complexe politico-militaro-économique, la meilleure manière de dévier l'attention des masses de la situation réelle serait celle d'assumer une position de gauche. Ainsi, les milliardaires sont devenus les champions rhétoriques de la lutte contre les inégalités sociales, contre le réchauffement climatique, contre le racisme, contre le patriarcat, etc., non pas pour se faire une bonne conscience, mais pour cimenter leur pouvoir. Autrement dit, chaque fois qu'un jeune achète un t-shirt Che Guevara sur Amazon pour manifester contre le capitalisme, chaque fois qu'un écologiste mange un hamburger végan chez McDonald's pour protéger les pauvres petites bêtes, chaque fois qu'un militant des droits de l'homme réussit à faire immigrer en Europe un Africain qui va faire baisser le salaire moyen et alimenter la machinerie de l'assistanat, chaque fois qu'une ONG impose des nouvelles règles d'isolation d'habitation privée qui obligent les propriétaires de vendre leurs biens à des grosses agences immobilières, chaque fois, le système devient un peu plus fort. Ainsi, une société qui semble tout entière dédiée à la lutte socio-écologique n'est, de fait, rien d'autre qu'une impitoyable machinerie d'exploitation des plus faibles par les plus forts, qui, au lieu de craindre la grogne sociale, s'en servent, dégradant en même temps le domaine politique en simple théâtre de marionnettes dominé par la pensée unique. Au final, cette description est tout sauf originale, car de droite comme de gauche, on peut la retrouver depuis des décennies, voire des siècles. Là où les choses deviennent plus intéressantes et nous permettent de comprendre ce qui est en train de se passer devant nos yeux ces derniers jours, c'est quand on prend un peu plus de recul historique. Car le socialisme des milliardaires n'est pas un fait unique dans l'histoire, ni une particularité de la civilisation européenne ou de la postmodernité, mais un stade assez commun dans l'histoire de chaque civilisation. Ainsi, comme je l'avais déjà montré il y a 12 ans dans mon livre Le Déclin, on peut trouver des structures parfaitement analogiques dans la Rome républicaine tardive, et un regard sur l'importance du clergé d'Amoun dans l'Égypte du Troisième Empire, des riches banquiers dans la Chine, des États combattants ou des élites aristocratiques dans l'Inde avant l'avènement des Gupta, montre que, moyennant évidemment les particularités innées à chaque civilisation, l'histoire se déroule d'une manière assez prévisible. Ceci peut aussi nous aider maintenant à entrevoir notre futur. Et c'est là que le bât blesse. L'histoire montre que le socialisme des milliardaires est uniquement stable dans sa phase de constitution et d'affermissement. Autrement dit, tant que tous les grands acteurs de ce jeu ont un intérêt commun,
c'est-à-dire d'éradiquer ce qui reste de la classe moyenne et des petites et moyennes entreprises, ils agissent de concert. Tant qu'il y a assez de gibier, les prédateurs peuvent chasser en meute. Mais à partir du moment où l'essentiel du butin, c'est-à-dire notre civilisation, est directement ou indirectement dans les mains des uns et des autres, une nouvelle phase débute. C'est celle du césarisme. Et je crois qu'Elon Musk en est le premier représentant mature. Contrairement à une opinion reçue, le césarisme n'a rien à voir avec l'établissement d'un empire autoritaire. C'est plutôt le moment où un nombre très restreint d'acteurs politiques décident d'utiliser l'ensemble des moyens d'une société pour entamer le combat total pour le pouvoir unique. Et c'est uniquement à partir du moment où l'un d'eux réussit dans cette tâche que la phase césariste se transforme alors en une phase réellement impériale. Or, c'est précisément ce qui est en train de se passer actuellement. Jusqu'à maintenant, les Gates, les Soros, les Bezos, les Zuckerberg, les Arnault ou les Musk de ce monde ont en gros fait équipe. Mais j'avais déjà annoncé il y a quelques années que tôt ou tard, l'un d'eux comprendrait que le jeu ne se terminerait pas à ce stade, mais qu'au contraire, la transformation de notre civilisation en oligarchie ne serait que le prélude d'un combat où l'on jouerait le tout pour le tout. Et j'avais expliqué que dans ce combat, celui qui allait le premier se démarquer de la pensée unique libérale-gauchiste, en se présentant comme champion de la droite, allait avoir d'énormes possibilités à sa disposition. C'est que Elon Musk semble avoir compris, il y a quelques mois, et la vitesse rapide à laquelle nous assistons, déjà avant même l'inauguration de Trump, à la fusion politique entre économie, politique, technologie et médias est époustouflante. Désormais, la plus grande plateforme médiatique du monde, l'industrie automobile du futur, la domination de l'espace, la technologie liant le cerveau humain à l'ordinateur, le pouvoir militaire et financier des États-Unis, le poids énorme du dollar et l'enthousiasme des grandes masses, tout cela se trouve désormais, pour le moment, entre les mêmes mains. Et si l'on regarde la volonté un peu rocambolesque de conquérir Mars, de créer un nouvel empire continental en annexant aux États-Unis le Canada et le Groenland et le Panama, et de s'ingérer massivement dans la politique européenne, on voit très bien que la devise America First n'est plus synonyme d'isolationnisme, mais d'expansion. Et ce, à un degré que nous n'avons plus vu depuis des années, voire des siècles. Elon Musk est en train de cimenter le pouvoir de Giorgia Meloni et de Viktor Orban. Il tente de refaçonner brutalement le populisme anglais en désavouant Nigel Farage, et il est en train de s'ingérer d'une manière massive et inouïe dans la lutte électorale en Allemagne, en humiliant publiquement Olaf Scholz et en avantageant l'AfD. Jamais dans l'histoire des dernières années, le pouvoir américain n'a tant fait sentir sa main lourde sur la politique européenne. Et ce n'est pas parce que le résultat de cette stratégie semble renforcer la droite politique européenne qu'il faut nécessairement s'en réjouir. Car il ne faut pas se faire des illusions. Dans le combat entre les Césars du monde moderne, les citoyens n'ont finalement que la liberté de choisir leur maître. Et de plus, le résultat de ce combat va être assez similaire. Que les États-Unis soient dominés par un Obama ou un Musk, l'Europe, si elle reste divisée, n'aura aucune chance à conserver son identité et son statut plus que menacé dans le nouveau monde multipolaire. Déjà dans mon livre Le Déclin, j'avais décrit qu'au final, il n'allait pas y avoir une différence énorme entre l'option d'une élite politique de gauche, bougeant un peu à droite afin de se donner une structure plus plébiscitaire et contenter les citoyens, ou l'option d'un futur César mettant de l'eau dans son vin populiste afin de s'assurer la coopération des élites de gauche en place et éviter le césaricide. Plus que jamais, nous ne devons entretenir aucune fausse illusion au sujet de notre futur. La concentration de pouvoir est telle qu'un retour à la bonne vieille démocratie participative de papa ou de grand-papa, si elle a vraiment jamais existé, est structurellement impossible, tout comme un rétablissement de la classe moyenne comme porteur principal de notre société. Et là où le socialisme des milliardaires paraît, à première vue, un peu moins virulent qu'ailleurs, c'est uniquement une illusion d'optique causée par la soumission proactive qui donne au sujet le droit de maintenir au moins la forme extérieure de leur autonomie, comme ce fut jadis le cas des cités alliées de Rome et donc exempts, à ce qu'il paraît, du pouvoir provincial. Bref, l'heure est à la concentration extrême du pouvoir et à la lutte finale pour la domination de la civilisation européenne sous tous ses aspects, et que nous le voulions ou pas, tôt ou tard, les médias, la culture, la politique, l'économie et les finances, etc., ne formeront plus qu'un grand tout dédié à magnifier le pouvoir d'un seul, ou du moins d'une certaine élite. Est-ce du pessimisme ? Je dirais c'est du réalisme. Mais, je reste intimement persuadé qu'au moins en théorie, l'Europe peut toujours encore avoir une chance,
infime peut-être, de maintenir au moins son autonomie politique, si elle se destine à dépasser les querelles de clochers entre des États-nations ridiculement impuissants face au pouvoir de la Chine, de la Russie ou des États-Unis, et à s'unir pour défendre sa place dans le monde. Certes, ce n'est pas l'Union européenne actuelle qui réussira cette prouesse. Au lieu de nous défendre et de nous représenter à l'extérieur, elle nous brime et nous harcèle à l'intérieur. Et au lieu de se solidariser fièrement avec toute la grandeur, tant culturelle que spirituelle, de notre civilisation, elle poursuit la vaine chimère du mondialisme, du multiculturalisme et de l'universalisme. Je crains qu'à ce niveau, un vrai réveil de la gauche européenne à ces impératifs n'advienne jamais, ou du moins seulement nettement trop tard. Néanmoins, la droite semble paradoxalement mieux positionnée pour développer une telle attitude que j'ai appelée dans mon nouveau livre Défendre l'Europe civilisationnelle, espérialisme, c'est-à-dire d'un vrai patriotisme européen qui compléterait la fierté nationale par une fierté civilisationnelle. Le tout serait de ne pas se laisser diviser et jouer les uns contre les autres et d'assumer envers les tentations américaines la même méfiance salutaire et constructive que celle que nous devrions avoir face aux sirènes russes ou aux promesses chinoises. Comme le disait jadis Carlo Alberto concernant l'Italie du Risorgimento, l'Italia farà da sé. L'Italie doit réussir à s'unir toute seule, faisant de même pour l'Europe avant qu'il ne soit trop tard. Merci David Engels pour cette chronique. Il nous reste une minute et donc je vais poursuivre avec cette question. Vous nous parliez de ces citoyens à qui il ne reste plus qu'un choix, c'est celui de son maître. Est-ce que vous pensez qu'il existe encore de vrais philanthropes aujourd'hui ? Non, ou en tout cas pas de manière importante. Bon, il y a certainement des personnes qui ont un peu plus d'idéaux que d'autres, qui essayent de défendre peut-être plutôt une certaine vision que nécessairement leur intérêt propre. Néanmoins, je crois que d'un point de vue purement politique, cela ne rentre pas en compte. Là, il s'agit maintenant de la lutte du tout contre le tout. Il faut le comprendre. On n'est plus au 19e ou 20e siècle. On peut le regretter, mais il faut faire une croix sous cette volonté de retourner dans une structure qui ressemblerait à l'Europe des années 50 ou 60. C'est fini ça maintenant. On a une telle concentration de pouvoir que tous ceux qui ne joueraient pas ce jeu, ou soit on devient le maître de tout, soit on perd, soit on meurt, on n'a plus aucune chance. On est vraiment rentré comme dans Game of Thrones, où on dit in the Game of Thrones, either you win or you die. Hein, dans la lutte des trônes, soit vous gagnez, soit vous mourrez. Il n'y a pas de perdant de ce point de vue-là. On rentre malheureusement là-dedans. On peut en être désolé, mais c'est le cas. Et je crois que les politiques européennes, et surtout la droite européenne, comme un peu le dernier espoir d'un soubresaut de fierté civilisationnelle, elle devrait enfin comprendre cette réalité, même si elle est triste, et essayer de se lancer elle-même corps et âme dans cette constitution, dans cette compétition pour gagner, enfin pour sauver pour les sortir mondes. gagnant, oui. Voilà, Merci et beaucoup. si là, on a un minimum de chance d'avoir un appui philanthropique ou économique de gens qui veulent bien nous supporter, il faut embrasser ça pleinement et se lancer dans cette compétition. Merci beaucoup David Engels. On espère que nos hommes politiques entendront cet appel à la compétition. Et puis nous, on vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. À très bientôt.